Je vais vous résumer ce livre, La nutrition hygiéniste, ou dit encore unique remède de la nature. Mais qu'est-ce qu'on peut lire en quatrième de couverture pour modérer un petit peu cette idée? L'être humain est fait pour manger des aliments sains et spécifiques à sa constitution, qui permettront de le maintenir en forme toute sa vie, s'il respecte aussi les autres facteurs d'hygiène physique et mentale. La nutrition est le garant de la santé pour la maintenir à un niveau élevé. Il faut savoir que les meilleurs aliments ne peuvent assurer une bonne nutrition que s'ils sont digérés et assimilés correctement. Enfin, ce livre est le complément du livre sur le jeûne, premier remède de la nature. Je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet. Alors c'est une édition de 2002 de 200 pages. Son auteur, Albert Mosseri, est né au Caire en 1925 et il s'est trouvé engagé dans la recherche d'une santé qu'il avait perdue de bonne heure. Il a rejeté la médecine, impuissante à le guérir, et a étudié toutes les méthodes naturelles. Et depuis 1961, il s'est installé en France et il s'est consacré entièrement à la propagation de l'hygiénisme. Il a fondé une maison de cure et soigné plus de 4000 malades en tout genre, à la fois par un jeûne hydrique ou des régimes hygiénistes qui sont décrits dans ses livres. Alors voici la table des matières. On va d'abord passer un petit temps sur l'anatomie et la physiologie, puisqu'en final, c'est quand même l'essentiel pour comprendre comment on fonctionne, en faisant un peu de physiologie comparée, mais pas trop. Intéressant dans ce chapitre, peut-on se comparer aux autres? Ces petites phrases du genre « un tel, il a toujours fait ci ou fait ça dans sa vie », des choses plutôt déconseillées, et pourtant il a vécu jusqu'à 100 ans. On parlera un peu du sujet de la viande, mais surtout de cette histoire d'adaptation. Est-ce qu'on s'adapte vraiment à toute cette alimentation qui parfois n'est pas spécifique ou n'est pas très saine? Un petit tour vers les différents systèmes, que ce soit macrobiotiques, etc., pour y comprendre un peu plus les choses. Des conseils sur un menu idéal. Un sujet important sur les protéines nécessaires pour faire du muscle. Et est-ce qu'on risque d'en manquer en fonction de notre alimentation? Découlant sur un sujet fondamental, le rôle des bactéries dans la synthèse des protéines. Et puis ici je ferai très court et il n'y a pas de conclusion, donc à la fin je donnerai mes conclusions personnelles. Car dans tous les cas, ce livre est riche d'enseignements, même si des choses ont sûrement évolué un peu depuis le temps. On va démarrer par ce tableau d'anatomie comparée fait par le Dr Shelton dans les années 1900, où l'on compare les carnivores, les omnivores, les herbivores, les singes et l'homme. Sur ce sujet, on va le développer un peu plus tard, tout ce qui est urine acide, acide urique, etc. C'est un des sujets fondamentaux, je pense, par rapport au trop ou pas assez de protéines. Donc des carnivores ou omnivores qui ont plutôt des urines acides, et l'homme qui devrait avoir une urine normalement alcaline. Puis on arrive aux intestins. Pour les carnivores, l'intestin est très court, ce qui a un impact sur la digestion des protéines. Et pour l'homme, il est beaucoup plus long, puisqu'on est à 12 fois la longueur contre 3 fois pour les carnivores. Et voilà l'autre sujet important de ce livre. Effectivement, carnivores, omnivores sont plutôt autour de chair animale, et l'omnivore de quelques plantes. Et la partie singe, gorille, humain, autour des fruits et des verdures dans l'alimentation dite spécifique. Et c'est ce qu'on va développer dans ce livre avec les pour et les contre. Sachant qu'il n'y a pas de vérité unique sur le sujet, on va le voir ça ensemble. Quelques mots de vocabulaire. Le mot végétarien signifie qu'il se nourrit de végétaux, et l'auteur nous dit que ça devrait exclure les céréales, car elles sont immangeables à l'état naturel. Alors vu comme ça, on peut voir tout de suite le rejet intellectuel sur le sujet, mais c'est pas faux dans l'idée. Si on se retrouve demain dans la nature pour une raison X ou Y, on sera bien mal parti pour arriver à manger toutes les céréales, qui vont nous demander pas mal de traitements et de cuisson pour pouvoir les assimiler correctement. Puis une autre précision sémantique, quand l'auteur parle d'hygiéniste, il parle des professionnels qui sont formés à l'hygiénisme et qui sont capables de l'expliquer, et il parle d'hygiéphile pour les adeptes qui aiment l'hygiénisme. Donc l'hygiénisme fera appel à toutes les méthodes naturelles, que ce soit pour l'alimentation, le cadre de vie, les pollutions, bref, comment vivre dans un monde vraiment naturel, notre environnement originel. Au niveau anatomique, on nous parle du foie. Relativement au volume du corps, le carnivore possède un foie bien plus gros que celui de l'homme. Cela va lui permettre entre autres d'élaborer son alimentation beaucoup plus azotée que la nôtre. Et quand on parle d'alimentation azotée, on parle de protéines, protides, cette catégorie de macronutriments. On se rappelle que les oiseaux possèdent dans leurs estomacs un gésier broyeur pour les céréales crues qu'ils ingèrent. Ils avalent des pierres et même des aiguilles pour les aider dans ce broyage. Puis après on nous parle de deux principes généraux de biologie.
énoncé par Sylvestre Graham, l'un des premiers hygiénistes du siècle passé. Premièrement, il existe un rapport défini entre la constitution physique d'un animal et sa nourriture normale. Deuxièmement, l'aliment auquel un organisme est normalement et constitutionnellement adapté est l'aliment qui servira au mieux son intérêt biologique, physiologique et psychologique les plus élevés. Et pour l'auteur, la déduction logique qui découle de cette seconde proposition est la suivante. Plus l'homme s'éloigne des normes de la nature dans ses habitudes alimentaires, plus sa santé et son bonheur en seront affectés. Il ne suffit pas de penser que l'on est heureux de manger tel ou tel aliment délicieux, alors que l'on trompe son goût par des artifices malsains. Mais on peut être heureux de se droguer aussi ou de fumer. Et une petite citation de Shelton, la présence même du médecin ou du guérisseur parmi nous est une anomalie qui découle de notre éloignement des voies normales de la nature. Puis on nous parle de ptyaline, sujet très important. Chez les carnivores, les sécrétions salivaires ne contiennent pas de ptyaline. C'est une enzyme qui sert à désintégrer l'amidon. Par contre, les herbivores et les primates en possèdent. Toutefois, la quantité de ptyaline sécrétée chez les primates est minuscule par rapport à celle sécrétée chez les granivores. Les primates ne sont pas équipés pour élaborer les aliments trop concentrés en amidon, comme les céréales, dont le pain. Et l'homme en sécrète une quantité minimum, juste assez pour le peu d'amidon contenu dans les petits farineux tels que les choux-fleurs, les carottes, etc. Autre sujet important, l'uricase et l'acide urique. L'uricase est tout simplement une enzyme qu'on rencontre chez certains animaux, mais pas chez d'autres. C'est un catalyseur qui sert dans la transformation compliquée de l'acide urique en allantoïne. L'allantoïne étant un composé 250 fois plus soluble que l'acide urique. Cela veut dire simplement que les animaux qui sont capables de transformer l'acide urique en allantoïne peuvent éliminer une quantité d'acide urique bien plus grande que ceux qui n'en possèdent pas. Mais donc cette uricase ne se trouve pas chez les primates, à part quelques exceptions. Idem pour l'homme. Chez les animaux et les insectes qui possèdent l'uricase, 80 à 90% de l'acide urique est oxydé et transformé en allantoïne, et l'auteur nous dit qu'on n'a pas découvert ce sous-produit à l'acide urique chez l'homme. Pour nous, l'acide urique est la dernière étape de la désintégration de ce poison en provenance du métabolisme protidique. Et on sait que la consommation de viande produit de l'acide urique en abondance. Et pour le coup, c'est un critère qui fait que les carnivores arrivent bien mieux à élaborer leur viande. Donc cette différence physiologique importante distingue les végétariens des autres catégories animales. La conclusion brève de tout ça, et on en reparlera sur les sources de protéines, c'est qu'il est utile de faire attention aux quantités de protéines qu'on ingère, parce que cet acide urique pourra être responsable de beaucoup de problématiques, que ce soit entre autres des douleurs articulaires et tout ce qui peut être rhumatismal. Quelques mots sur la cellulose. Elle va être digérée par la flore intestinale. Ce sera avant tout un balai intestinal qui va nous aider dans l'évacuation des selles, mais qui va aussi ralentir le transit pour une meilleure assimilation. Et au niveau de sa digestion, tout dépendra de la qualité de nos enzymes et de nos bactéries présentes dans les intestins. Donc là encore, une bonne santé intestinale est assez fondamentale, donc attention aux laxatifs, aux épices, aux fromages fermentés, aux antibiotiques et aux aliments riches en protéines. Quelques mots sur notre lieu de vie ancestral. Quand on était sous les tropiques, on était plutôt orienté sur les fruits très probablement et quelques végétaux. Et on s'est probablement adapté en s'éloignant des tropiques pour la chasse et l'usage des céréales. Un paragraphe sur l'homme n'est pas un granivore. Il y a 2 points essentiels. Premièrement, l'acide phytique contenu dans beaucoup de céréales qui est un décalcifiant potentiel, donc décalcification égale consommation du calcium. On sait que pas mal de personnes en manquent, et la solution, là encore, n'est pas dans les produits laitiers. Et le deuxième aspect, ce sont les maladies dites catharales, donc tout ce qui va être écoulement, à travers rhume, sinusite, bronchite, asthme, jusqu'à l'esprit un peu vaseux, parce qu'on va être un peu embourbé au niveau cérébral. Donc ici, c'est indiqué les maladies engendrées par le pain, mais on peut étendre ça aussi aux céréales, bien sûr, avec aussi les maladies rhumatismales, auxquelles on ne pensera pas toujours, allant jusqu'à la goutte et la polyarthrite, et même les problèmes liés au diabète. Puis un paragraphe sur l'homme n'est pas un carnivore. Donc on nous dit de faire attention aux protéines animales en général, que ce soit les fromages, le blanc d'œuf, les légumineuses, les coquillages, etc. Bien sûr, la viande contient un fort taux de protéines. Et ici, on nous parle d'études qui ont démontré des populations musclées, saines, endurantes et vigoureuses qui vivaient à 10 à 20 grammes de protéines par jour, en sachant qu'elles ne mangeaient pas de viande, mais seulement des fruits et des légumes, lesquels contiennent moins de 1% de protéines.
Puis on va décrire les maladies provoquées par un trop d'aliments azotés selon leur quantité. Une parenthèse sur les aliments azotés car il s'agit d'être très clair sur le sujet. On va regarder par exemple la viande avec des teneurs toujours pour 100 grammes où on est plutôt entre 10 et 20 grammes de protéines. Les produits animaux, les produits laitiers fermentés avec une plage assez grande de 2 à 30%. Les céréales où on est à 13% de protéines quand même. Donc bien sûr que les céréales peuvent avoir un impact sur l'acide urique et compagnie, puisque le taux n'est pas négligeable. Mais attention, les légumineuses dont parfois on dit que pour équilibrer ces rations, il faut rajouter plein de légumineuses, etc. On est à 23 grammes pour 100 grammes de produits, plus que la viande. Et attention, maintenant on passe dans le monde végétal. Donc on va parler de teneur en azote. Donc on peut voir que ce n'est pas zéro pour la plupart des légumes, mais on peut pointer ici 3 choses sur les fraises, les groseilles, les framboises. Donc bien sûr, on trouve des produits azotés, pas uniquement dans les produits d'origine animale. Donc les maladies provoquées par les aliments azotés, les maladies infectieuses, tout ce qui est maladie de peau, eczéma, psoriasis, acné, furoncle, démangeaison, etc. Certaines formes de cancer, mais aussi les dérangements mentaux, le pessimisme, la mélancolie, l'angoisse, la peur, les dépressions nerveuses, l'hystérie, les obsessions, ou encore des ulcères, des maladies rénales et aussi des problèmes d'insomnie ou d'hypertension. L'auteur nous dit qu'il suffira de supprimer les aliments azotés concentrés et de suivre une cure de jeûne pour se désintoxiquer et rétablir la majorité des malades mentaux. Il a soigné avec succès plusieurs cas très avancés qui ont repris une vie normale comme tout le monde après des années de dérèglement mental. J'ouvre juste une parenthèse ici parce que comme souvent quand on est dans ce genre de liste, on arrive à se dire mais alors je peux plus rien manger. Eh bien en fait c'est pas comme ça que je l'interprète. Mon ressenti sur ça c'est qu'il n'y a pas d'aliments fondamentalement bons ou mauvais. Ça va dépendre de chacun mais aussi de la quantité et de la répétition d'absorption. Typiquement la spiruline, on peut se dire ah oui c'est très bon, c'est très chouette, il y a des propriétés intéressantes. À mon sens, si on en prend tous les jours, voire à tous les repas, à mon avis ça ne va pas dans le bon sens. L'idée sera de varier. Dans le chapitre 3, on parle des normes physiologiques erronées. C'est un sujet assez fondamental. Par exemple, le pouls normal est fixé à 72 pulsations par minute. Il faut bien comprendre que c'est juste la moyenne des personnes auscultées à l'occasion d'une visite médicale. Ce n'est donc pas la norme, au sens de ce qui devrait être normal pour une personne en bonne santé. C'est juste une moyenne, et le plus souvent de gens pas forcément bien portants, puisqu'ils sont chez le médecin. Sans même parler du fait, et je connais des personnes comme ça, que chez le médecin, ils sont à 100 pulsations et quelques, et à la maison, ils sont à 60. L'effet de la blouse blanche. Un autre exemple important, le taux des globules blancs. Il nous parle d'un hygiéniste américain qui a écrit un livre sur le sida, dont il extrait les passages suivants. Il y a quelque temps, cet hygiéniste avait reçu la visite d'un jeune hygiéphile, pratiquant une vie saine depuis quelques années. Il était désespéré et terrifié car un médecin lui avait diagnostiqué le sida. Il avait la trentaine et son patron lui avait demandé de subir un examen médical pour une assurance. Et ses globules blancs étaient au nombre de 2900 seulement. Or, le minimum considéré normal devrait se situer autour de 4003 et le maximum à 10008. Mais il savait d'expérience que la norme parmi les citoyens américains est beaucoup trop élevée et de façon pathologique. Il lui dit que s'il s'avisait de manger des aliments trop cuits, trop salés, très épicés, alors le nombre des globules blancs s'élèverait tout de suite à environ 10 000. Réaction normale à l'ingestion de certains aliments qui vont perturber notre système interne. Donc le corps met en circulation que le nombre de globules dont il a besoin et pas plus. Alors attention aux diagnostics médicaux, car effectivement tous les hygiéphiles et les végétariens qui rendent visite à leur médecin peuvent se retrouver décalés par rapport à de nombreux tests médicaux puisqu'ils ne sont pas dans la norme. On peut noter que le nombre de globules blancs chez une personne qui n'a pas mangé depuis 5 ou 6 heures peut varier de 4000 à 7000. Chapitre 4. Peut-on se comparer aux autres? Alors que voyons-nous autour de nous? Nous voyons que beaucoup de personnes abusent d'éléments azotés. Et il attire notre attention sur le fait que beaucoup de gens sont malades chroniques. Même s'ils affichent de bonnes mines, même s'ils sont gais, joyeux, épanouis, en général ils ne racontent pas leurs petites misères quotidiennes. Ils ne les écoutent pas, voire les ignorent. Parfois ils souffrent, vivent dans une tension permanente, dorment mal, digèrent mal. La fatigue peut être convaincue avec le café, l'insomnie avec les somnifères, la constipation avec les laxatifs,
la morosité avec les apéritifs, le pessimisme avec le vin, les maux de tête avec des antimigraines. Et donc on peut s'imaginer qu'ils se portent bien rien qu'en les regardant, mais ce n'est souvent pas vrai. Alors on nous dit qu'on ne peut se comparer qu'à soi-même. Ne pouvant pas se comparer à son voisin ni même à son frère, on peut se comparer à soi-même, telle période par rapport à telle autre, en analysant les facteurs importants qui peuvent influencer notre santé, tout ce qui pourra l'améliorer ou la dégrader. Par exemple, lorsque l'on change de régime, lorsque l'on change de travail, lorsque l'on est détendu ou irrité, mais il faut aussi savoir distinguer entre les causes importantes et les causes insignifiantes, ce qu'un profane peut rarement faire lui-même sans l'aide d'un hygiéniste expérimenté. Chapitre 5, fatigue, faiblesse et amaigrissement. Un sujet qui risque de décourager pas mal de nouveaux adeptes, c'est la faiblesse, la fatigue, voire l'amaigrissement consécutif à un changement de régime. Et il nous dit qu'on peut perdre durant le changement entre 7 et 15 kilos. En général, ce seront des tissus malsains, des toxines et de l'eau qui était là pour empêcher de corroder les tissus. De toute façon, un individu constamment stimulé finira par s'effondrer à l'occasion de vacances, d'un week-end ou d'une fièvre. Et je pense que ça doit parler au plus grand nombre. Pourquoi je suis en vacances et d'un seul coup je suis malade avec tous les guillemets qu'il faut. Et l'image, c'est qu'on ne peut pas fouetter un cheval qui a besoin de repos, ou en tout cas ça ne durera pas très longtemps. Et ceux qui auront tendance à perdre trop de poids auront avantage à faire des changements progressifs. Alors quelle progression ? On commencera d'abord par modifier le repas du matin, puis progressivement celui du midi, et enfin celui du soir. Donc on ira doucement. Et la progression ne concernera que les substances alimentaires comme le pain, la viande, les œufs, les pâtes, le poisson, le beurre, le lait, et tous les produits à base de farine, les purées de toutes sortes, puis les sauces, etc. Et on parle bien de progression. Par contre, on pourra supprimer brutalement tous les poisons. Voici sa liste: café, vin, moutarde, poivre, vinaigre, thé, chocolat, médicaments, cela va sans dire, mais là, à faire bien sûr accompagné de son médecin, tisane, aromates, etc. Un petit tableau où il nous indique en fonction de la taille le poids dit normal et le poids limite en dessous duquel il ne faudrait pas descendre. Quelques mots sur l'allongement de l'espérance de vie. Pour lui, la seule conclusion à en tirer, c'est que l'hygiène a fait baisser la mortalité infantile et la médecine s'est empressée de s'approprier tout le crédit qui revenait à l'hygiène sur les progrès de la médecine. Ce qui fait qu'effectivement, on entend souvent le fait que ce qu'on nous propose aujourd'hui en nourriture dans les supermarchés et autres, ça doit être bien puisque l'espérance de vie augmente. Ce qui nous fait parler après de l'espérance de vie en bonne santé, mais qui n'est pas développée ici. Alors dans le chapitre 8, on va commencer à parler un peu des gorilles, avec ce premier sujet sur les semences. Peut-on consommer des graines, des céréales, des noix diverses, des noyaux, etc. Eh bien les gorilles les évitent, et ça on peut s'en rendre compte en lisant le livre du docteur Georges Schaller, Un an chez les gorilles. Et même le germe de blé, le docteur Bernard Jensen avait affirmé que ses recherches montraient que le germe de blé peut causer certains cancers. Alors voilà une affirmation importante, les carences minérales et vitaminiques ne sont pas toujours causées par une carence dans les apports, mais par l'appauvrissement du corps suite à la consommation de graines et d'autres stimulants hormonaux. Plusieurs maladies qui sont d'habitude attribuées à un manque de vitamines et de sels minéraux proviennent plutôt d'une acidité chronique engendrée par l'abus de protéines. Et on se rappelle que toutes ces semences sont très riches en protéines, en produits azotés. Donc voilà, cette acidité chronique va tout simplement voler les réserves essentielles de vitamines et de sels minéraux pour faire tampon et éviter d'agresser les cellules de tous nos organes. Donc toute la quantité de protéines qui dépasse la minuscule dose dont notre corps a besoin est transformée en sous-produits hautement virulents, tels que l'acide sulfurique, phosphorique, nitrique, chlorhydrique et autres purins ou poisons toxiques qui forment entre autres l'acide urique, puis les rhumatismes, la goutte, etc. Dans le livre Un an chez les gorilles, ils ont aussi constaté que le gorille ne mange pas de bananes et il ne mange pas de noix non plus. Par exemple, dans leur environnement naturel, ils disposaient à profusion de cacahuètes et ils ne touchaient même pas. Alors l'homme s'est-il adapté à la viande ? Et là, on va parler dans le détail de ce que c'est que l'adaptation. Il prend un premier exemple avec une personne qui boit habituellement du thé. Il nous dit que cette personne finira par avoir une muqueuse stomacale endurée, dure comme du cuir. Ça sera un moyen naturel pour se protéger contre le thé et d'empêcher autant que possible son absorption. On n'oubliera pas que les tanins sont utilisés en industrie pour le cuir qui sert aux sacs, aux valises, etc.
Il nous cite Shelton qui disait que le mot adaptation est un mot magique qui dissimule l'ignorance et le parti pris. On peut voir 3 genres d'adaptation. Le premier, ça va être les muscles qui grossissent suite à l'exercice, le bronzage de la peau exposée au soleil, le durcissement des paumes de la main et des plantes des pieds quand ils sont assujettis à un dur labeur. Là, on peut renvoyer à la loi de l'hormèse, des petits stresseurs qui ne dépassent pas nos capacités adaptatives et qui nous renforcent. Après, nous avons un second genre d'adaptation, où là, par exemple, on va mettre des habits quand il fait froid, ou monter le chauffage à la maison, rechercher un abri quand il pleut, etc. On va s'adapter à notre environnement. Et enfin, le troisième genre d'adaptation que nous appellerons tolérance, et qui va plutôt correspondre à notre exemple pris pour le thé, par exemple la capacité acquise de fumer sans souffrir des symptômes aigus, ou encore de prendre de l'arsenic en augmentant les doses petit à petit et à la fin sans en souffrir, alors que la dose finale pourrait tuer plusieurs personnes débutantes. Chapitre 10. Le menu originel. Quelques mots sur les anthropologues qui n'hésitent pas à faire provenir l'homme des primates et à le classer comme tel. Toutefois, ils le voient abandonner le régime des primates aussitôt qu'il émerge. Mais comme l'écrasante majorité de la race humaine vivait sous les tropiques dans un climat doux et clément, ils n'avaient aucune nécessité de se tourner vers la viande et les céréales, tout pendant qu'il était sous ce climat. On nous dit qu'il est sûrement préférable de manger des fruits congelés que de la viande, du pain ou des céréales. En effet, la teneur en vitamines des fruits congelés est de loin supérieure à celle de la viande, du pain ou des céréales, qui doivent être cuits à des températures très élevées, variant de 180 à 250 degrés. Alors peut-on s'adapter à tout ? Un chapitre qui nous dit « La maladie est un empoisonnement ». Alors une compréhension importante, la maladie prendra une forme aiguë quand le potentiel vital sera élevé, et la maladie prendra une forme chronique quand le potentiel vital deviendra faible. Je vous renvoie ici sur mes résumés de livres La toxémie, véritable cause des maladies du Dr Tilden et L'hygiène vitale pour votre santé de Désiré Mérien. Développements assez fondamentaux autour de l'hygiène vitale, de la toxémie et du potentiel vital de chacun en fonction de son histoire de vie. Il nous cite encore Shelton. J'ai montré que l'adaptation n'est pas une vraie adaptation dans le sens qu'il n'y a pas de modification de l'organe ou de l'organisme pour s'adapter plus parfaitement à l'existence dans les conditions de son milieu. Alors comment expliquer le bien-être quand on prend des aliments et des substances que nous considérons comme malsains ? Eh bien simplement le corps arrête l'élimination. Il est trop occupé à élaborer ses produits pour pouvoir aussi éliminer en même temps. Donc l'élimination des anciens poisons qui incommodaient l'individu se termine ou s'arrête et on se sent bien. À noter qu'une élimination douce n'incommode pas. Mais quand il y a trop de poisons éliminés, on élimine violemment, on fait une fièvre, on a mal à la tête, on peut avoir des furoncles, des rhumatismes, de la mauvaise humeur, etc. Alors on pourra prendre l'accoutumance pour un besoin. Et le désir devient plus fort que notre faible volonté, l'envie devient maîtresse, on devient son esclave. Un point important sur les étapes du rétablissement, comme la maladie en s'aggravant doit passer de l'état aigu à l'état chronique, un individu en voie de rétablissement passera par le chemin inverse, c'est-à-dire du chronique à l'aigu. Et donc parfois on aura l'impression d'avoir choisi le mauvais chemin puisqu'on risque d'avoir des crises aiguës, ou dit autrement des maladies qui vont nous faire dire attention, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Donc ce sujet est fondamental et cité par pas mal de médecines différentes. Chapitre 14, peut-on s'habituer au vin, au café, aux tranquillisants ? Il nous parle de la loi du minimum. La santé d'un être vivant est fonction des facteurs nécessaires dont il est le moins pourvu. Alors un contre-exemple sur le vin avec une autorité en pharmacologie, le docteur Bastedo de l'Université de Californie, qui nous dit que le vin en quantité modérée est absorbé dans l'estomac et dans les intestins, mais n'atteint pas le côlon. Chez ceux qui en boivent régulièrement, son absorption est retardée. Cela étant dit, Bastedo n'explique pas comment l'absorption de l'alcool est retardée chez les habitués, alors qu'il est fort probable que ce retard s'accomplit par des changements qui rendent les tissus imperméables à l'alcool. Les tissus vont subir une induration qui affecte toute muqueuse gastro-intestinale tapissant le tube digestif. Et cette induration représentera le mécanisme par lequel l'absorption de l'alcool est empêchée. En général, tous les pharmacologistes s'accordent pour classer l'alcool comme un irritant. Et l'on sait que l'induration, tous ces durcissements sont des moyens de défense auxquels le corps a recours contre l'irritation chronique.
Et c'est cette défense elle-même que l'on prend pour de la tolérance. Et la problématique principale de tout ça, c'est qu'on va retarder l'absorption des nutriments. C'est bien beau de protéger entre autres le foie en diminuant l'absorption, mais au passage, tout ce qui pourrait nous être très utile pourra être aussi concerné et se retrouver, comme le reste, directement à la sortie sans qu'on ait pu en bénéficier. En d'autres termes, le corps n'apprend jamais vraiment à tolérer l'alcool ou tout autre poison. Et comme pour toutes les drogues, le retour vers le café ou autre fait disparaître comme par enchantement tous ces symptômes. Il est évident par conséquent que le buveur revient vers son poison favori, non parce qu'il en a envie, mais pour échapper à la misère intolérable provoquée par l'élimination de la drogue, du café, du vin, du thé, etc. Un paragraphe sur le mal de tête en nous disant que c'est une élimination, et il nous dit que quand on arrête le café, le tabac ou autre, il faut avoir le courage d'endurer ce mal de tête jusqu'au bout. Car quand on recommence à en prendre, le corps arrête son élimination, nous procurant un bien-être factice. Chapitre 16, comment se retrouver dans tous les systèmes. On va parler de la cuisson. Vers la fin des années 1930, Hans Eppinger de Vienne a fait l'observation particulièrement remarquable que la nourriture végétarienne, crue, augmentait considérablement la diffusion des matières nutritives, ainsi que celle de l'oxygène depuis les vaisseaux capillaires jusque dans les cellules des tissus. Et pour les mêmes raisons, en sens inverse, le dioxyde de carbone est facilité depuis les cellules qui l'ont produit comme un déchet vers les capillaires pour son évacuation via les poumons. C'est là où on déduit que les aliments crus favorisent la nutrition et l'élimination, tandis que la cuisson va les freiner, d'où les maladies potentielles. Toutefois, et là on introduit une nuance bienvenue, entre autres à travers l'étude d'une peuplade de Nouvelle-Guinée qui se nourrit à 90% de patates douces cuites sur des pierres chauffées, eh bien il s'en porte à merveille. Enfin, l'auteur arrive à dire qu'il y a cuisson et cuisson. Cuire à forte température comme dans un four, cuire dans du beurre ou de l'huile ne peut pas être comparé à une demi-cuisson quand la température ne dépasse pas les 100 degrés. Et il conclut en disant qu'une cuisson à faible température ne dépassant pas les 100 degrés ou une cuisson rapide ne peut pas être trop nocif pour la santé. Je peux vous renvoyer ici vers mon livre L'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalais, où là bien sûr il dit la même chose. Une part de cru et pour tout ce qui est cuit à moins de 100 degrés, le plus facile étant la cuisson à la vapeur. On nous parle de la fausse faim qui se présente par des symptômes de désintoxication, tels que le mal de tête, l'esprit vaseux, etc. Alors que la vraie faim est un signe de bonne santé, qui sera dans tous les cas un sentiment agréable. L'individu qui a une nutrition normale et saine peut sauter un ou plusieurs repas sans faiblir ni sentir de malaise. Mais s'il se sent mal à l'aise en sautant un repas, on peut être sûr qu'il a besoin d'un jeûne et ou d'un changement de mode d'alimentation. Et Chilton nous donne la règle suivante, si vous n'êtes pas à l'aise, mentalement ou physiquement, sautez le repas. Une idée très intéressante. Chapitre 18, le menu idéal. Alors il va nous indiquer que la première prise alimentaire le jour se fera quand on aura une faim aiguë. Donc ce premier repas sera constitué de fruits principalement, avec en option yaourt ou pain essénien. L'autre repas sera vers 18 h, avec par exemple un avocat, ou 5 noix du noyer, ou un morceau de noix de coco, avec aussi en salade des salades vertes ou autres crudités, en assaisonnement de l'huile d'olive, jus de citron, mayonnaise sans vinaigre, yaourt, etc. Puis le soir, on pourra prendre 2 repas différents parmi ce qu'il nous indique, avec entre autres la ratatouille hygiéniste, et ça peut être aussi un plat de légumes cuits variés, puis un paragraphe avec des conseils de recettes, que ce soit au niveau des desserts, des assaisonnements, des yaourts, de petits fours à la noix de coco. Au niveau des desserts, ça pourrait être par exemple des figues trempées, bref, tous les fruits secs trempés. Et là, on nous parle d'incartade exceptionnelle pour le débutant 1 à 2 fois par semaine. Donc au niveau des aliments, on va retrouver par exemple du riz, des gnocchis. Et toujours en incartade exceptionnelle en boisson, un verre de vin ou de cidre loin des repas, jus de fruits, café de céréales ou chicorée. Quelques mots sur les graines germées. Selon la doctoresse Vetrano, les graines germées contiennent des poisons qui donnent potentiellement la diarrhée, et c'est pour cela que l'on conseille de ne jamais dépasser une cuillère à soupe de graines germées par jour, et encore pas tous les jours. L'auteur suppose donc que le poison est oxydé par la cuisson à 100 degrés que subit par exemple le pain essénien.
Au passage, on nous dit qu'il ne faut pas rechercher les aliments les plus riches, sinon on risque de tomber dans le piège du remède qui n'existe pas. Voilà pourquoi il nous conseillait de cuire les graines germées, bien sûr à 100 degrés maximum. Il nous donne la recette du pain essénien, qui va cuire entre 80 et 100 degrés. Donc les céréales qui restent acceptables sont le riz, l'orge, l'avoine, le maïs, le sarrasin. Il nous rappelle à cette occasion que le pain, fût-il complet, est très difficile à digérer, l'amidon finissant par fermenter, donnant des sels volumineuses, putrides, donnant aussi des gaz, ce qui risque d'empoisonner tout le corps par l'absorption de ces toxines à travers les parois intestinales. Par contre, quand le blé est germé, il est transformé en plusieurs acides aminés, les sels minéraux sont transmutés et multipliés, et les vitamines et les enzymes sont produits en masse. Il nous rappelle aussi de tremper les noix plusieurs jours dans de l'eau jusqu'à germination, et de bien rincer abondamment et de supprimer cette eau. Chapitre 19, les aliments riches en protéines. Il nous dit que Shelton avait épousé la théorie courante sur les besoins en aliments protéiques, mais comme il rejetait la viande, il a adopté à la place les noix diverses, et il en a fait l'éloge. Pour Albert Mosseri, il avait commis là une triple erreur. L'homme n'a pas besoin de beaucoup d'aliments riches en protéines, l'abus de noix diverses est nuisible, et le gorille ne mange pas de noix. Et là on nous parle d'une chose très importante, les transmutations biologiques. C'est ce qui pourrait expliquer que cette fameuse peuplade de Nouvelle-Guinée, avec ses 90% de patates douces, éliminait 10 fois plus de protéines dans leur sel qu'elle n'en mangeait. Et là on peut voir tous les écrits de Louis Kervran sur ces transmutations biologiques qui font que si on a une flore intestinale en parfait état de fonctionnement, eh bien on va pouvoir transmuter des éléments, entre autres en protéines. Chapitre 20, comment reconstruire les défenses naturelles. Et entre autres, reconstruire la flore détruite. Tout d'abord, supprimer les causes, c'est 90% du chemin à parcourir. Ensuite, supprimer les aliments non spécifiques, et cela progressivement. Et enfin, se nourrir d'aliments spécifiques à notre espèce, des verdures non lavées ou lavées rapidement, car elles contiennent une multitude de bactéries indispensables à notre flore. Les yaourts et le lait caillé pourront aussi être utiles, et il nous dit qu'il n'existe pas d'autres produits miracles pour reconstruire la flore. Et on note au passage qu'une flore intestinale saine non polluée produit de la vitamine B12. Là je vous renvoie sur l'excellent livre du Dr Georges Mouton, Écosystème intestinal et santé optimale. Le Dr Georges Mouton est un médecin de médecine générale et aussi de médecine fonctionnelle. Donc ce n'est pas un hygiéniste, donc c'est un point de vue important et intéressant. Quand on parle de transmutation, on peut noter que la vache produit du lait contenant plus de calcium que ne contient l'herbe qu'elle ne broute. Chapitre 21, le volume musculaire chez les athlètes. Alors faut-il des protéines pour faire du muscle ? Question fondamentale, maintes fois débattue. Beaucoup de personnes ont peur de manquer de protéines, qu'elles veuillent faire du muscle ou non. Donc oui, les muscles sont constitués de protéines, on dit aussi protides ou matières azotées. Alors on en conclut assez bêtement qu'il faut manger des protéines. Alors par exemple en agriculture, on peut forcer les légumes avec des engrais azotés. On aura des gros légumes avec des tissus plus pauvres et gorgés d'eau. Et bien en fait, il en est de même pour les muscles forcés à l'aide d'aliments azotés, protéinés. Et c'est ainsi que l'on voit des athlètes suralimentés avec des muscles constitués en partie d'eau et de toxines. Donc on va avoir le volume musculaire, la quantité, qui va se retrouver en fait de la poudre aux yeux, car on n'attache pas d'importance à la qualité des muscles. Donc le volume et la croissance exagérée peuvent être un symptôme de compensation pathologique. Donc quand on reparle des gorilles, ceux vivant dans les montagnes d'Afrique étudiés dans le livre Un an chez les gorilles, mangeaient surtout du céleri sauvage, des verdures et un peu de fruits qu'ils trouvaient rarement. Ils ne mangeaient pas d'aliments riches en protéines et ils disposaient pourtant d'une musculature assez importante. On peut aussi consulter l'ouvrage de Diane Fossé intitulé 13 ans chez les gorilles. Là encore, cet ouvrage mentionne les gorilles et les chimpanzés qui mangent des quantités insignifiantes de noix diverses. Chapitre 22, rôle des bactéries dans la synthèse des protéines. Quand un organisme n'arrive pas à faire la synthèse des protéines, il en manquera même si le menu en contient abondamment. C'est un sujet fondamental. La plupart du temps, on va avoir des problèmes d'assimilation et pas d'apport. Voilà ce qui explique entre autres pourquoi les biologistes et les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux sur la ration protidique nécessaire à l'être humain. Les uns indiquent qu'on a besoin de 200 grammes de protéines par jour, et les autres abaissent ce chiffre à 30 grammes ou encore moins. Plus on mange des aliments riches en protéines, plus on semble en avoir besoin. En effet, avec l'abus de cette sorte d'aliments,
le corps est tellement empoisonné que sa capacité à en faire la synthèse diminue proportionnellement à sa ration azotée. Quand un organisme fait cette synthèse des protéines aisément, une dose minimum suffira, et le corps ne sera pas usé par le travail excessif qu'entraîne cette forte ration. Il nous cite un article paru dans Le Point en mai 1984 qui s'intitulait « Tube digestif des bactéries oubliées ». Un extrait de l'article disait « Une véritable révolution dans le domaine de l'écologie intestinale. 100 000 milliards de germes sont des hôtes de notre tube digestif, dans leur diversité de 450 espèces dénombrées. Ces milliards de bactéries réalisent un remarquable équilibre écologique. Leur rôle a été démontré dans la synthèse des protéines, ainsi que dans bien d'autres rôles très importants. Et comme cette flore constitue un système de défense contre les infections, l'avoir en très bonne santé nous éloignera aussi des antibiotiques qui eux-mêmes peuvent fragiliser notre écosystème intestinal. Chapitre 23, l'homme est-il frugivore ? Alors voici un développement de Shelton en 5 points. Premièrement, combien de protéines par jour ? On nous dit que l'Américain consomme en moyenne 100 grammes de protéines par jour. Les diététiciens en recommandent 60 grammes. Shelton, 30, avec un régime qui en fait en contenait 70 à 85 à cause des noix, alors qu'un régime exclusif de fruits apporte de 15 à 30 grammes de protéines par jour. Alors les frugivores améliorent tellement leur santé que leurs cellules ne meurent pas aussi vite qu'avant, et c'est aussi pourquoi leurs besoins en acides aminés sont de moitié ceux des autres. Remarquons aussi que les protéines crues dépassent les protéines cuites en valeur, et ce de plusieurs fois. Deuxième point, 90% de ce que nous mangeons est destiné à nous fournir de l'énergie pour nos besoins de vie de tous les jours. Or il n'y a que les hydrates de carbone qui remplissent cette condition parfaitement, donc les fruits avant les autres hydrates de carbone tels que les farines. Troisièmement, les fruits comme les légumes contiennent plus de minéraux que nous en avons besoin. Quatrièmement, les fruits contiennent plus de vitamines que nous n'en avons besoin. Et enfin, cinquièmement, tous les fruits sont dotés de suffisamment d'acides gras sous une forme facile à absorber et à utiliser, y compris les acides gras essentiels. Tout ça pour dire que les fruits satisferont nos besoins de façon idéale, alors que les végétaux satisferont nos besoins plus pauvrement. Dans la revue Science du 23 septembre 1983, le directeur du département de biochimie de l'Université de Californie a publié une étude approfondie sur les végétaux. Il en ressort que la plupart possèdent une ou plusieurs substances cancérigènes, ou en tout cas toxiques. Mais d'autre part, pour certaines maladies chroniques, l'acidité des fruits est un inconvénient qu'il vaut mieux éviter en adoptant les légumes. Et une remarque, certains légumes peuvent être considérés botaniquement comme des fruits, car constitués d'une fleur au début, comme les concombres, courgettes, tomates, poivrons, etc. Alors voilà, à la fin de ce chapitre, on reste un peu sur sa fin. C'est le cas de le dire, en tout cas la conclusion, à mon sens, c'est que tout doit être individualisé. Effectivement, ça va dépendre de chacun. D'où parfois l'intérêt aussi d'un accompagnement par un hygiéniste professionnel ou un naturopathe très sensibilisé à tout ce qui est hygiénisme pour pouvoir faire la part des choses. Et aussi bien sûr le fait que chacun pourra prendre en compte tout ça, noter, faire ses expériences pour aller vers son chemin à un moment donné, qui pourra lui aussi évoluer au fil du temps. Chapitre 24, les examens et les analyses bidons. On va faire court. À l'époque, 33 000 maladies, ça doit être beaucoup plus maintenant. Alors comment être sûr de son diagnostic ? Point de suspension. Et aussi, le diagnostic n'est pas une recherche de la cause, mais seulement pour donner un nom à la maladie, pour mettre une étiquette, puis faire une prescription de médicaments. Et une petite citation. Il se trouve qu'aucun médecin n'a jamais observé la maladie évoluer sans traitement. Il ne peut donc pas en prédire l'issue. Ça paraît très logique. Et pourtant, on entend parfois dire, si vous ne faites pas ci, il va se passer ça, etc. Alors voilà, le livre n'a pas de conclusion. J'en arrive donc à mes conclusions personnelles. Le livre nous apporte quelques connaissances physiologiques et d'autres connaissances bien utiles pour notre alimentation de tous les jours. Les études sur les gorilles sont très intéressantes, d'autant plus qu'on fait souvent appel à ce raisonnement. Et cela me paraît plus pertinent que des déductions faites à partir des ossements humains, juxtaposés de différents restes qui faisaient conclure qu'on avait tel et tel type d'alimentation à tel moment de notre évolution. Mais pour moi, on n'est rien qui corresponde à toutes ces étiquettes, omnivore, végétarien, végétalien, frugivore, etc. Déjà car on est loin de comprendre comment nous fonctionnons, surtout avec notre monde microbien qui nous constitue en très grande majorité. On se rappelle, 10 fois plus de cellules étrangères que de cellules humaines nous constituent. Et toutes les comparaisons faites dans ce livre ne peuvent suffire à conclure quoi que ce soit de figé. D'ailleurs, il précise bien que les connaissances sur ces sujets sont toujours en évolution.
Et souvent, on sera amené à utiliser notre fameux biais de confirmation pour se convaincre que tel ou tel aliment est bon pour nous, et voir aussi tout ce qu'il expliquait sur le fait d'un retour à plus de douceur quand on reprend un poison. Après, je ne suis pas de l'avis de dire zéro aliment non spécifique, car déjà il faudrait être sûr de savoir ce qui est spécifique ou pas. Bien sûr, on sait qu'on pourra éliminer tout ce qui est vendu dans des emballages plastiques et ayant plus de 2 à 3 ingrédients, forcément s'éloigner de ce qui est naturel, même si c'est marqué bio sur l'étiquette et puis marqué naturel en gros. Et on se rappellera bien qu'en fonction du type d'aliment, la quantité tolérable peut être très faible. Alors on peut adapter les quantités durant nos prises alimentaires, et surtout varier en n'en prenant pas tous les jours. En cas de volonté de calmer ou d'arrêter certains poisons, on va être invité à y aller doucement, comme il a été dit et répété. On pourra s'en passer une demi-journée, puis une journée, puis varier tout ça au cours des journées, des semaines, des mois, des années. Et voir les effets que ça provoque en nous. Je conseille de noter les choses. On pourra aussi retrouver des conseils genre 3 semaines avec un certain changement et pouvoir noter ce qui se passe. Sachons aussi qu'on est en train de démontrer des différences génétiques avec l'analyse des génotypes. En fonction du génotype, on aura par exemple une élimination plus facile de la caféine, alors que d'autres personnes ayant d'autres génotypes seront plus embêtées avec une caféine qui va rester très longtemps présente. Et bien sûr, on insiste, les meilleurs aliments ne peuvent assurer une bonne nutrition que s'ils sont digérés et assimilés correctement. Alors sur le sujet des protéines, je suis convaincu qu'en France, la majorité d'entre nous en consommons beaucoup trop. Personnellement, j'ai testé 1 an de quasi-frugivorisme, mais cela n'a pas été le seul changement. En tout cas, merci à cette transition qui m'a permis de me sortir de mes problèmes articulaires qui duraient depuis plus de 20 ans. Mais en ce qui me concerne, il a fallu que ça reste une transition, car en effet, certains effets négatifs commençaient à se faire ressentir, comme par exemple une perte de souplesse. On note aussi à travers tous ces écrits les évolutions entre Shelton, Albert Mosseri et puis Désiré Mérien aussi. Donc notre compréhension de tout ça doit rester ouverte, non dogmatique. On en apprend tous les jours. Et puis on insiste, on est tous différents et je ne pense pas qu'il y ait une solution unique valable pour tout le monde. D'où l'intérêt d'un accompagnement quand on se retrouve un peu perdu face à toutes ces solutions. D'ailleurs, il parle bien à un moment de la nécessité d'individualiser la nutrition, avec une partie des légumes qui contiennent des poisons et les fruits qui peuvent parfois ne pas convenir à certaines maladies chroniques. Dans les points un peu négatifs, je trouve que les écrits de ce livre manquent de mesure. Il y a beaucoup d'affirmations assez dogmatiques, ma foi. Par exemple, à un moment, on lit dans l'absorption des noix que si on ingère des noix, on ne digère plus rien. Puis plus tard, on parle de faire tremper les noix, et puis dans les menus, on trouve que l'on peut manger quelques noix par jour. Il y a aussi beaucoup de répétitions entre les différents chapitres. Alors là encore, les répétitions, ça peut être utile pour faire rentrer certaines choses, mais pour ma part, je trouve ça assez désagréable, puisque quand j'ai lu quelque chose une fois, j'aime bien aller à l'essentiel et aux faits suivants. Et aussi, le livre manque de relecture. Il y a des ponctuations parfois absentes, des fautes typographiques. Bon voilà, ce livre est intéressant, mais personnellement, je n'en conseille pas la lecture. Alors pour conclure, oui, l'être humain est fait pour manger des aliments sains et spécifiques à sa constitution. Donc il y a dans ce livre les grandes lignes, mais le détail restera adapté pour chacun et par chacun. Et on notera bien que la transition peut être longue, de quelques années jusqu'à 10 ans, confirmée par des hygiénistes professionnels. Et aussi, on n'oubliera pas les autres facteurs d'hygiène, physique, mentale, etc. Voilà pour le résumé de ce livre.